Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de pneumatique, nous allons aborder le chapitre pression. Donc, nous allons commencer le chapitre par l'utilisation des grandeurs physiques dont on va avoir besoin, ou la définition en tout cas des grandeurs physiques dont on va avoir besoin pour le laboratoire de pneumatique. En gros, en industrie, on utilise des systèmes mobiles qui se meuvent, donc qui sont mis en mouvement grâce à de l'énergie sous forme hydraulique, donc un fluide liquide comme de l'eau ou plus fréquemment de l'huile, ou éventuellement on utilise un système dit pneumatique, donc pneumatique qui veut dire de l'air comprimé. Il faut savoir que d'un point de vue sécuritaire, dans l'industrie, on préférera utiliser l'huile pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Parce que l'huile est incompressible. Elle est difficilement compressible. Ce qui veut dire que quand vous avez un réseau complet rempli avec de l'huile sous pression et qui permettent de mettre en mouvement tous vos éléments, si vous avez une fuite, la pression chute instantanément. Ce qui veut dire que tout est mis à l'arrêt instantanément, sans risque pour l'installation et pour l'utilisateur, qui aurait un outil qui deviendrait fou ou qui continuera à bouger, malgré le fait qu'on n'est plus en pression. Contrairement évidemment à la pneumatique qui, elle, on va le voir, l'air, comme vous le savez, si vous soufflez dans une bouteille, vous savez compresser l'air. Quand vous soufflez dans votre ballon, vous voyez votre ballon qui se gonfle, mais l'air à l'intérieur est sous plus haute pression qu'à l'extérieur, avec la pression atmosphérique. Cet air, donc, sous forme compressée, contient une certaine forme d'énergie et d'inertie. Donc, dès que vous avez une petite fuite dans votre installation, votre système qui devrait être mis à l'arrêt instantanément ne l'est pas. Donc vous avez les outils qui peuvent continuer à fonctionner malgré le fait que vous avez une fuite et que votre circuit devrait normalement être mis à l'arrêt. Donc il va falloir un certain temps pour que votre outillage s'arrête. C'est évidemment d'un point de vue sécuritaire pas tip top. Je suppose que vous le comprenez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le cadre de la grandeur la plus importante dans le cadre de la pneumatique? C'est évidemment l'utilisation de la pression. La pression, donc c'est la grandeur fondamentale de technologie pneumatique. Elle s'exprime, comme vous l'avez tous vu en physique en secondaire, P égale F sur S. Donc autrement dit, une pression exprimée en pascal est directement proportionnelle à une force et inversement proportionnelle à une section. Donc vous avez un tube dans lequel vous soufflez, plus le tube sera important, à pression équivalente, la force devra être plus importante. Plus le tuyau est faible, plus la force à appliquer pour avoir une pression équivalente sera évidemment proportionnellement faible. Ce qui peut évidemment, vous avez tous déjà fait l'expérience avec les vases communicants et avec les deux pistons, un piston avec un tout petit fluide et un piston avec un gros pardon, avec une petite section et un piston avec une grosse section, il est beaucoup plus simple d'appuyer sur la petite section pour faire monter la grosse section qu'inversement. Ok. Donc, dans le tableau comparatif que vous avez sous les yeux, on voit en fait quoi? On voit toute une série d'unités standards. Donc, comme je viens de vous expliquer, on a la force exprimée toujours en newton, la section exprimée en mètres carrés et la pression exprimée en pascal. Le pascal est donc l'unité de base de de l'expression de la pression dans le système MKS. Donc mètre, kilo, seconde. Sous-entendu derrière, il y a également le A qui vous est important évidemment puisque c'est l'ampère. On a déjà discuté, mais en gros c'est le système international qui utilise ces unités-là et uniquement ces unités-là pour dire que 1 mètre à Paris est égal à 1 mètre à New York ou en Angleterre. En Angleterre, c'est un peu plus compliqué puisqu'ils sont toujours avec leurs mesures un peu biscornues, mais normalement, ils sont passés au MKSA, donc mètre kilo seconde ampère.
Donc l'unité de base, le pascal, donc, et l'unité de pression peut être convertie dans toute une série d'autres grandeurs, telles le bar, qui est dans le cadre de ce qui va nous apporter, l'unité est souvent utilisée, puisque les manomètres, les appareils qui vous permettent de vous donner la pression dans votre réseau est exprimé en bar. Et donc, un bar, c'est égal à 10 exposant 5 pascal ou 100 000 pascal. Donc, vous avez dans le tableau, ici, vous avez toutes les conversions de pascal. Donc, 1 pascal égale 1 pascal. 1 bar égale 100 000 pascal. Et alors, vous avez d'autres unités standards que l'on peut retrouver dans toute une série de, de types d'installations, comme notamment vos pneus. Vous avez ici une ancienne unité qui s'appelle le Thor. C'est quoi? C'est ce qu'on utilisait dans les baromètres à l'origine. Le Thor qui vient de notre ami Torricelli, qui travaillait avec des hauteurs de colonnes, non pas d'eau, mais comme vous voyez, Hg, qui veut dire des colonnes de mercure. Donc vous voyez que 1 pascal égale 1 mm de mercure égale 133,33 pascal. Donc si vous convertissez ça en hauteur d'eau, vous aurez l'équivalent à 98 cm d'eau. 1 mètre d'eau à peu près. Donc 1 pascal, c'est à peu près une colonne d'eau. Euh, pardon, oui. 1 centimètre d'eau, pardon, correspond à 98 pascal. Donc 1 mètre d'eau correspond à peu près à 100 fois 100, donc 10 000 pascal. Ok? Donc à peu près, donc 9800 pascal. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, le rapport entre le pascal, entre l'eau et le mercure sont bien évidemment de 13,6, puisque comme vous le savez tous, l'eau a une masse volumique, une masse donc de volumique de 1 tonne par mètre cube, donc de 1000 kg par mètre cube, alors que le mercure, lui, en aura une de 13 600 kg par mètre cube. Donc, ce qui veut dire que dans le cadre de la force qui va s'exercer sur une hauteur de 1 cm de mercure, équivaudra à la hauteur que l'on aura pour 13,6 cm d'eau, puisqu'il y a un rapport de masse qui est directement proportionnel à la force et à sa hauteur, forcément. Donc, toutes ces valeurs, je ne vous demande évidemment pas de les retenir par cœur, mais toujours d'en avoir, comment donc, de l'avoir en mémoire. Parce que si je vous parle d'une atmosphère, c'est quoi une atmosphère? C'est l'équivalent de ce que nous avons en permanence sur la tête. Donc c'est la pression permanente que l'on a sur les épaules à cause de la couche d'air de l'atmosphère qui s'exerce sur la Terre. Ok? Donc cette pression de une atmosphère équivaut à 100 et 1325 pascal. Ça, c'est un nombre à retenir, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous regardez Monsieur Météo, vous verrez qu'il vous donne toujours les valeurs non pas en pascal, mais en hectopascal. Et on vous donne toujours la référence de l'hectopascal avec l'atmosphère. Donc on nous dit qu'on a 1013 hectopascal pour la moyenne de l'atmosphère. Quand il fait froid, on est en dépression, et il va pleuvoir, on est en dépression, à ce moment-là, vous êtes en dessous de ces fameux 1013 hectopascal, ou seuil 1325 pascal. Si vous êtes au-dessus, vous êtes en anticyclone, ça veut dire que vous allez avoir chaud parce qu'il va y avoir du soleil, qu'il n'y a pas de pluie, qu'il n'y a pas de nuages, et donc vous allez être au-dessus de ces 101 325 pascal ou 1013 hectopascal.
Alors une autre unité qui peut être intéressante pour vous aussi, et puis après ça je vais passer à autre chose, c'est le PSI, donc Pound per Square Inch, PSI, ou KF, kilogramme force par centimètre carré, pardon, kilogramme force par centimètre carré. Comme vous pouvez voir dans le tableau, 1 kg force par centimètre carré est à peu près égal à 1 bar, puisque vous avez 98 000 pascal à la place de 100 000 pascal pour 1 bar. C'est ce que vous allez utiliser dans quel domaine? Dans vos voitures. Pour tous ceux qui ont l'habitude de jouer à Need for Speed Heat sur PS4 ou une autre console, vous avez déjà joué un petit peu sur les pressions des pneus, vous avez sans doute déjà vu ce fameux PSI. Eh bien, il s'agit de la pression au niveau du pneu. Donc, votre PSI, qui est ici de l'ordre pour de 7000 pascal pour un, pour un PSI, eh bien, vous pouvez faire la table des conversions directement ici avec les kilogrammes force par centimètre carré, ce qui est utilisé en général sur les gonfleurs de voiture, qui vous permettront de savoir que vous avez 1 bar et demi, 2 bars, 2 bars et demi dans votre voiture, en fonction du modèle que vous avez, si vous avez un gros 4x4 ou une petite cacahuète. Voilà. C'est assez pour ceci. Donc vous retenez un atmosphère 100 000 pascal et nous allons travailler principalement avec le bar, donc 100 000, pardon, un atmosphère, excusez-moi, 101 325 pascal, c'est pour être précis. Et par contre, un bar, c'est l'unité que l'on va utiliser ici. On travaillera en général en pneumatique au niveau du laboratoire à 2 bars. Donc le manomètre que vous allez avoir sur sur toutes les tables de test, si vous voyez un jour qu'elle est à 4 bars et demi, vous ne m'appelez même pas, vous coupez d'abord la pression, puis vous m'appelez. On regardera pourquoi. Parce qu'évidemment, la pression standard doit être de l'ordre de 2 bars. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire On peut aller sur la pression absolue et relative. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, si on regarde le tableau ici, absolu et relatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est absolu, c'est hors tout. Quand on compte tout ce que l'on a et qui est intérieur dans un système. La relative, c'est toujours par rapport à autre chose. Bon, un exemple. Pour ceux qui font de la plongée, par exemple. Si je vous dis, vous êtes sous 10 mètres d'eau, comme on a vu avec le tableau précédent, 10 mètres d'eau correspondent à peu près à un bar. 10 mètres d'eau, chaque fois que vous descendez de 10 mètres, vous subissez une pression de 1 bar complémentaire. Donc 20 mètres 2 bars, 30 mètres 3 bars. C'est une pression, la pression que l'on vous donne est une pression relative. C'est par rapport à quoi? À la pression à laquelle vous avez l'habitude déjà d'être soumis habituellement, sans quoi vous seriez dans le vide. C'est quoi? C'est la pression atmosphérique. Donc la pression absolue sous 10 mètres d'eau sera de 2 bars. La pression relative, elle sera relative à quoi? Relative à l'atmosphère que l'on a déjà et que l'on subit déjà. À ce moment-là, elle ne sera que 2 bars. Ok? Donc, c'est ce que ça veut dire ici sur le tableau. Vous avez pression relative, c'est la pression absolue, moins la pression atmosphérique. Ok? La pression atmosphérique dite normale, donc la pression atmosphérique normale, c'est ce qu'on utilise comme référence, comme référentiel. C'est quoi? C'est 20 degrés Celsius, donc sous 20 degrés Celsius, à 65% d'humidité relative. Donc on verra plus tard avec le diagramme de Mollier ce qu'il en est. Mais en gros, vos 20 degrés et 65% d'humidité, c'est le point de référence 0 pour dire je suis à 1013 millibars, une atmosphère, ou 1013 hectopascal. Donc 1013 millibars, 1013 hectopascal, 101 300 pascal, 760 mm de mercure. Tout ça, ce sont des équivalences en fonction du monde dans lequel vous le gravitez, enfin plus exactement de l'outil que vous allez utiliser. Le baromètre à mercure vous donnera 760 mm
de mercure, de hauteur. Donc vous allez mesurer avec votre petite règle centimétrique 760 mm de mercure pour avoir l'équivalence de 1013 millibars ou une atmosphère ou un bar. Attention, c'est à peu près un bar. Hein. Comme je l'ai dit, c'est 101 325. Donc vous avez à peu près 1,5% d'erreur. Okay, 1,5% est acceptable évidemment dans ce qui nous intéresse puisque nous, on va travailler à 2 bars et demi. Donc 1,5% sur 2 bars et demi, en 2 bars et des bars et demi, 1,5% d'erreur, on s'en fout un petit peu. Quoi. Okay, je répète d'ailleurs que ici, les tableaux que l'on nous donne sont bien beaux. Dans ce que vous utiliserez, vous, dans les calculs, quand vous ferez les calculs me concernant, et ça je l'ai déjà dit antérieurement, vous utilisez toujours 3 chiffres significatifs. Ce qui veut dire que dans une réponse, vous ne devez pas donner une réponse de 1047,5752. Non. Vous donnez 1040. Éventuellement 1047, ça j'accepterai encore, mais vous donnez 1050. Quoi. Voilà. Ok. Donc toujours 3 chiffres significatifs. Ici, 760 mm de mercure, c'est bien. 101 300 pascal, 101 325, c'est le nombre exact. Vous mettez 101 300, c'est déjà pas mal, mais 101 000, ça, c'est ce que vous devez retenir. Ok. Dans le cadre du vide, si on parle d'un vide, par rapport à une pression absolue, c'est quand on a une pression absolue qui est inférieure à la pression atmosphérique. Là, on considère que l'on a à ce moment-là une pression relative négative, donc qu'on a un vide qui se crée. Donc, l'étape suivante, et ça c'est très intéressant et très important de voir ce qu'il en est, c'est les expressions de force, de débit et de puissance pneumatique. Je précise, puissance pneumatique. Autrement dit, la pression, on a vu que c'était la force sur une surface. Donc si je retourne l'équation, j'ai quoi? J'ai la force est égale à la pression fois la surface. Donc pour une pression stable, si j'augmente ma surface, j'augmente ma force. Et dans le cadre ici des deux formules que vous avez, ce sont exactement les mêmes, si ce n'est que les unités ne sont pas tout à fait, elles ont été adaptées. Dans le sens où vous avez d'un côté Newton égale des pascals fois des mètres carrés, ou des décanewtons égale à des bars fois des centimètres carrés. C'est juste une petite adaptation d'unité. Ça va nous être utile. Pourquoi? Pour calculer euh, les énergies dont on a besoin. Or, on sait que dans le cadre de notre laboratoire, on va travailler avec des compresseurs ou avec des. Enfin, on travaille avec les unités en bar et non en newton, en pascal, et nous travaillerons en centimètres carrés plutôt qu'en mètres carrés. Parce qu'un tuyau d'amener, le calculer par rapport du mètre carré, 0,0002 mètres carrés, ça ne le fait pas. Donc, le débit d'un fluide, comme vous le savez sans doute, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, un débit se calcule en mètres cubes par seconde. Un débit d'un groupe de ventilation ou d'un compresseur se fait toujours en mètres cubes par seconde ou en litres par seconde. C'est à peu près la même chose, un mètre cube étant égal à 1000 litres. Donc, un mètre cube par seconde, c'est l'expression du débit en Q. Vous avez donc l'équivalence, ce sera quoi? Ce sera la section en mètres carrés fois la vitesse. Donc votre fluide passe à travers un tube qui fait 1 mètre carré. La vitesse 1 mètre par seconde. Vous allez donc avoir dans un tube qui fait 1 mètre carré, c'est déjà gros, hein, vous allez avoir à une vitesse d'1 mètre par seconde, vous aurez donc 1 mètre cube par seconde d'air qui va passer ou de fluide qui va passer à travers ce bout de tuyau. Parlons maintenant de puissance en pneumatique. C'est important de savoir la puissance dont vous avez besoin pour votre compresseur dans l'installation que vous allez faire. Ici dans le laboratoire, si on prend notre exemple de nos besoins,
on va parler de besoins de l'ordre de, allez, 10 litres par seconde, pour donner un ordre de grandeur, et 2 bars. Qu'est-ce que je vais avoir besoin comme compresseur pour faire fonctionner ce laboratoire avec ces capacités-là? Eh bien, si vous faites une petite manipulation mathématique de votre système, vous allez voir qu'en fait, la puissance, ici, la puissance qui est exprimée est évidemment un watt mécanique. Donc c'est réellement ce qu'on obtient au final. On ne tient pas compte des pertes mécaniques de notre compresseur et des pertes électriques. Donc là, c'est vraiment la puissance mécanique dont on a besoin pour compresser cet air. Eh bien, si on modifie cette petite formule, on voit P, donc la puissance qui est proportionnelle à la pression et au débit. Je vous dis, c'est une petite transformation de ce qu'on a vu plus haut. Vous allez voir que pour un besoin, par exemple, de 2 bars et 10 litres par seconde, si vous convertissez vos 2 bars, vous allez obtenir 2 exposant 5 pascal, donc 200 000 pascal. Si vous convertissez vos litres par seconde, vous allez avoir 10 fois 10 moins 3 mètres cubes par seconde. 10 litres, c'est un millième de mètre cube, donc 10 fois 10 moins 3 mètres cubes par seconde. Si vous faites la multiplication des deux, vous allez obtenir que 2 exposants 5, donc 200 000 pascal fois 10 fois 10 moins 3 mètres cubes par seconde vous donneront donc 2000 watts ou 2 kilowatts. Donc pour un laboratoire comme le nôtre, sans autre forme de procès à 10 litres par seconde, pour maintenir nos 10 litres par seconde à 2 bars, on a besoin d'un compresseur qui mécaniquement va nous amener, va nous compresser notre fluide à 2 bars, donc il faudra 2 kilowatts mécaniques. On verra plus tard sur les problèmes de rendement et sur les problèmes de tant mécanique que électrique. Alors, il faut savoir que cet air, dans le cadre de ce calcul, on parle de normaux, donc ce qui veut dire le préfixe normaux doit être utilisé pour normaux Newton. Pourquoi? Parce que ce sont les conditions, comme on a vu plus haut, à 20 degrés, 65% d'humidité. Si on fait varier ces éléments, soit de température, soit d'humidité, vous allez avoir une variation sur la pression disponible. Faible, hein, puisqu'on parle comme de 100 000, mais qui peut être quand même, dont on doit quand même tenir compte. Alors, on va continuer sur quoi? Sur la production en elle-même. Donc la production, elle est faite au moyen de ce qu'on a vu, hein, un compresseur. Il faut savoir que d'un point de vue pneumatique, vous allez avoir accès souvent à des schémas d'installation. Ces schémas vous permettent, vous amènent une représentation de ce qu'est votre installation, une représentation au moyen de petits dessins techniques qui vous symbolisent les éléments de votre circuit. Comme vous pouvez voir, votre compresseur ici est symbolisé par ce petit cercle. Donc là, c'est le réseau pneumatique qui va être symbolisé donc, par votre petit compresseur et votre sens de fonctionnement avec la petite flèche comme ceci. L'entraînement par moteur électrique étant simplifié. Normalement, on n'en parle même pas. Okay. Derrière ça, vous allez avoir souvent un réservoir parce que, évidemment, vos 10 litres par seconde, comme on l'a vu plus haut, si vous voulez les maintenir, ça veut dire que vous avez un compresseur qui, chaque fois que vous l'utilisez, va démarrer et va vous donner vos 2 kW. 2 kW, avec les pertes, on va avoir peut-être 2 kW et demi de compresseur, donc de consommation électrique. D'un point de vue mécanique, ce n'est jamais bon d'avoir un système qui démarre de manière instantanée et qui vous amène votre système à pression, et puis dès que vous n'avez plus besoin, s'arrête. Donc, d'un point de vue pneumatique, puisque l'air est compressible, on va pouvoir stocker une partie de cet air compressé dans ce qu'on appelle un réservoir. Donc c'est vraiment un ballon en métallique de plusieurs litres ou plusieurs dizaines de litres. Plus il sera gros, évidemment, moins souvent votre compresseur devra tourner dès le moment où il aura chargé ce petit réservoir. Après le compresseur et le réservoir viennent maintenant l'unité de conditionnement. Donc c'est quoi? Il
faut bien savoir que dans un laboratoire, ça va encore, l'air il est plus ou moins de bonne qualité, mais si vous avez un environnement industriel, en général c'est plutôt crasseux, c'est plutôt plein de poussière, donc ce qu'il faut faire c'est s'arranger pour que cet air n'abîme pas votre compresseur. Il va de soi qu'un compresseur de l'air avec plein de poussière, à terme, vos pistons ils vont commencer à être abîmés par les limailles, ou par les poussières qu'il pourrait avoir. Donc, ce qui veut dire qu'en amont de votre prise d'air, vous devez avoir un système euh, euh, qui traite l'air. Je veux dire, enfin, en amont, vous avez le filtre, mais en aval, vous avez toute une série d'autres éléments. Ce traitement d'air, comme vous voyez, il est symbolisé de manière globale, de manière détaillée, pardon, comme ceci, et de manière globale comme ceci. Il est composé d'un filtre, un détendeur, un manomètre et un lubrificateur. Donc votre système, vous commencez par le filtre pour enlever, comme j'ai dit, toutes les crasses qui pourraient endommager votre installation de laboratoire ou votre installation industrielle. Ensuite, le détendeur, ben, en sortie de compresseur, évidemment, bon voilà, le compresseur, pour qu'il peut plus peu loin, il faut avoir une pression supérieure en sortie de compresseur que celle dont on a besoin dans notre installation. On ne sait pas avoir en sortie de compresseur 6 bars et notre installation, on a peut-être besoin de 8. Non, il va nous sortir 12 bars et on va peut-être en utiliser 6, 4 ou 2 en fonction des besoins. Donc, à ce moment-là, on met quoi? On met un détendeur, donc un élément, vous voyez, symbolisé par le petit ressort et la petite flèche. La petite flèche veut dire que cet élément est variable et réglable par une petite molette. Comme ça, nous, on peut choisir. Ben, moi, je veux 2 bars, je veux 2 bars 1, je veux 3 bars, 6 bars, 10 bars dans mon installation. Comme je vous ai dit, attention, hors de grandeur chez nous, dans les laboratoires, à peu près 2 bars. Ensuite vient le manomètre qui est donc le retour d'information qui nous dit oui, on est bien à notre sortie de compresseur à 2 bars voulus. Et on termine par un système de lubrification. Ben oui, vu que vous avez des systèmes en mouvement, tout système en mouvement frotte, puisque vous avez vos pistons, vous avez tout ce qui, on va voir plus loin toutes les pièces mécaniques qui interviennent dans le système. Ces aimants flottants, pour éviter qu'ils ne s'usent de manière prématurée, on doit lubrifier. Ça marche toujours mieux, hein, ça coulisse toujours mieux quand c'est lubrifié. Vous devez mettre de l'huile, donc une petite goutte d'huile qui est symbolisée ici dans votre schéma, ici par la petite pipette qui est le petit endroit par lequel va avoir votre goutte à goutte, votre petite goutte d'huile qui va tomber de temps en temps pour lubrifier votre air. Donc le symbole simplifié, c'est celui-ci, donc où vous avez filtre, manomètre et lubrification, sous-entendu manomètre égale soupape, hein, et la représentation globale dans un schéma pneumatique. Donc quand vous allez voir votre schéma pneumatique global, vous verrez que ceci est le symbole d'une source d'énergie pneumatique. Donc un compresseur avec réservoir, avec unité de traitement de conditionnement d'air. Ici se termine le chapitre pour la pression dans la partie pneumatique. Je vous invite à me rejoindre sur la vidéo suivante qui elle va parler d'actionneur ou autrement dit de piston.